Et François-Xavier Bellamy, dans l'actualité aussi de l'Europe cette semaine, la future présidente de la Commission faisait mercredi une annonce. Elle a demandé de rebaptiser le portefeuille du commissaire grec qui inclut notamment les questions migratoires. Il faudra parler désormais de la promotion et non plus de la protection du mode de vie européen. Les mots sont symboliques, vous le savez mieux que quiconque. Qu'avez-vous pensé de ce changement de vocable ? Non plus protection, mais promotion. Ce changement me va très bien. Peut-être pour resituer les choses dans le contexte, il y a eu un débat que j'ai trouvé pour ma part assez improbable autour de l'expression de mode de vie européen. Pour la première fois, l'Europe assume d'avoir un mode de vie. Je n'aime pas beaucoup l'expression mode de vie, parce que mode de vie, ça peut désigner, vous parliez de téléphone portable, la société de consommation dans laquelle on est aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à réformer, à transformer dans notre mode de vie. Mais on peut parler, si vous voulez, d'une certaine manière d'habiter le monde, d'une certaine manière de concevoir le monde, d'une certaine manière de se lier les uns aux autres. C'est ce qui fait la civilisation européenne. J'ai défendu cette idée. Quoi de commun entre le mode de vie, le vôtre, par exemple, à Versailles, et celui d'un paysan bulgare ? Eh bien, nous sommes marqués précisément par un héritage commun. Il est très évident que du point de vue linguistique, du point de vue culturel, du point de vue de la littérature, de la philosophie, il y a évidemment une unité de l'Europe que d'ailleurs le monde entier... Il y avait de la religion derrière aussi, l'idée de la religion commune quand même. Il ne faut pas être... Je veux dire, le mode de vie, c'est un peu plus que simplement... C'est surtout nos racines chrétiennes, en fait. Hein, c'est ça on peut le dire, mais c'est incroyable après, si on le pense... Incroyable que vous dire... J'ai toujours défendu pendant la campagne le fait que l'Europe était une civilisation, et comment ne pas le voir, qui était faite effectivement d'une pluralité de traditions. La tradition gréco-latine, et comment ne pas le voir? Je suis professeur de philosophie. Il s'est passé quelque chose au 5e, au 4e siècle grec qui a marqué l'Europe pour la suite et pour les siècles qui ont suivi. La tradition gréco-latine est fondamentale dans notre manière de voir le monde et de parler ensemble aujourd'hui. Et il y a aussi, bien sûr, l'héritage de la tradition judéo-chrétienne. Je n'ai jamais parlé uniquement des racines chrétiennes de l'Europe, mais comment ne pas reconnaître qu'elles ont c'était en juste profondeur une question. Mais comme vous dites, en fait, c'est fondamental. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire la promotion? Eh bien oui, c'est nécessaire d'en faire la promotion. Alors, et pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que nous passons notre temps à parler de vivre ensemble et nous ne cessons de voir le vivre ensemble se fracturer, se fissurer. Nous ne cessons de voir notre société contestée dans ce qui fait le lien qui nous attache aux autres. Et donc oui, il faut. Et c'est la raison pour laquelle protection me paraît moins bien que promotion. Vous parliez de conservatisme François-Xavier tout à l'heure. Bellamy, parce que vous récusez totalement la lecture des questions de mode de vie au quotidien, en termes de lutte des classes, pour le dire rapidement. Quoi de commun entre la vie de quelqu'un qui est démuni et quelqu'un qui est immensément riche ? C'est peut-être ça le véritable fossé, plutôt que d'imaginer qu'il y a quelque chose de commun à tous ceux qui vivent dans l'espace de l'Union européenne, par différence avec ceux qui en sont exclus. Ça, c'est magnifique. Là, on est vraiment au cœur d'un débat fondamental. Effectivement, une vision marxiste des choses ou une perspective classiste, pourrait-on dire, voudrait qu'il n'y ait rien de commun entre le plus modeste et le plus aisé. Moi, je crois pour ma part qu'il y a quelque chose en commun qui s'appelle précisément ce qu'on pourrait appeler des biens communs, une langue, une capacité de parler les uns avec les autres, de confronter nos raisons, et que la démocratie suppose de passer d'une logique de confrontation et de combat à une logique de travail et d'échange pour pouvoir faire en sorte, par exemple, de construire une société plus juste, une société où la solidarité soit plus effective. Je ne dis pas qu'il faille en rester à l'idée que les inégalités sont normale, évidente et qu'il faudrait s'y résigner. Mais la question, c'est comment faire en sorte de construire une société plus juste. Certains diront que c'est par la confrontation et le combat. Moi, je dis que c'est par le dialogue qui est précisément au cœur de l'intuition européenne, au cœur de ce qui est né précisément dans la Grèce antique, dans la Rome de l'Antiquité et dans la tradition judéo-chrétienne qui nous dit précisément qu'il y a une dignité égale des hommes et des femmes, une dignité égale des personnes humaines. Ça, c'est pour le coup ce que l'Europe a de meilleur à dire. Ça, vous le trouvez au 5e siècle avant Jésus-Christ ? Mais on le trouve quand les femmes n'avaient pas le droit de vote, qu'il y avait des esclaves, non, et que les étrangers non plus ne participaient pas à la vie de la cité. Je dis que c'est ce qui a mûri progressivement dans l'esprit européen tout au long de son histoire. Et que bien sûr, nous avons encore, et aujourd'hui bien sûr, beaucoup de chemin à faire pour qu'une telle intuition trouve son effectivité. Mais ça suppose précisément de s'appuyer sur ce qu'est l'Europe. Et encore une fois, l'Europe pendant très longtemps, et c'est ce qui fait la crise qu'elle traverse aujourd'hui pour une bonne part, nos pays pendant très longtemps ont voulu se prendre pour un universel abstrait, ont refusé de reconnaître qu'ils avaient une singularité et que cette singularité méritait d'être partagée. On a élu un président de la République qui nous a dit « il n'y a pas de culture française ». Moi, je crois que ce déni de réalité, l'idée qu'il n'y a pas de civilisation européenne, il l'a dit, pardon, excusez-moi,
Il a dit, chacun pourra le Enfin, vérifier, il a utilisé ces mots, il les a même répétés. J'avais dit qu'il n'avait pas de culture française. Et il a dit, il n'y a pas une culture française. Alors, j'invite chacun à vérifier, ce sera très facile à faire. Ce que je crois intéressant, mais je ne le reproche pas à Emmanuel Macron, ce n'est pas lui qui est en cause. Il était, quand il prononçait cette phrase, le symptôme d'un déni de réalité qui date de bien avant lui et qui, d'une certaine manière, traverse notre société. Est-ce que vous considérez, est-ce que vous considérez que globalement, dans les prises de parole d'Emmanuel Macron ou dans la vision de la société ou de l'avenir qu'il peut mettre en avant, est-ce que vous avez l'impression qu'il est radicalement différent de vous ou de ce que la droite ou ce que la nouvelle version de la droite peut dire aux citoyens? Est-ce que là-dessus, il y a un véritable clivage entre lui, élite mondialisée, je ne sais quoi, c'est à vous de le dire, pas à moi. Est-ce que vous pensez-vous? François-Xavier Bellamy. Il y a, je le crois, un vrai clivage. Ce qui ne veut pas dire que encore une fois, je veux dire, pour ma part, je n'ai jamais cru à la fin des clivages. Je crois que la démocratie suppose de reconnaître que tout le monde n'a pas la même vision des choses et que justement, un débat est nécessaire. Mais je crois qu'avec Emmanuel Macron, nous n'avons pas la même vision des choses. Je dis je crois parce que le premier point qui me paraît problématique, c'est qu'Emmanuel Macron ne se prononce pas sur ces enjeux fondamentaux d'une manière qui soit assez claire. Il a dit il n'y a pas une culture française, mais simultanément, effectivement, il donne parfois le sentiment d'assumer, au contraire, une autre vision des choses. On a l'impression qu'au fond, il n'a pas choisi. Et sur un sujet aussi fondamental que celui qu'on évoque à l'instant, Emmanuel Macron est-il, par exemple, le défenseur d'une société multiculturelle, communautarisée, le défenseur d'une société tel que, par exemple, un Trudeau au Canada peut l'incarner? Emmanuel Macron est-il celui qui dit que le voile n'est pas son affaire, par exemple, et que ça n'est pas une question qui se pose? Ou bien Emmanuel Macron est-il le défenseur, comme Jean-Michel Blanquer, d'une vision plus universaliste, plus républicaine? On ne le sait pas. Et vous considérez qu'il a à se prononcer là-dessus et qu'il y a une urgence? Bien sûr. Et que c'est un vrai sujet dans C'est un défi fondamental. Emmanuel Macron est-il celui qui lance le débat sur l'immigration en France ou celui dont les députés européens votent des amendements pour ouvrir les ports de manière inconditionnelle aux ONG au Parlement européen? Emmanuel Macron est-il celui qui défend précisément cette unité de la société autour d'une histoire commune, ou bien celui dont les députés européens ont contesté l'idée du mode de vie européen? Donc vous dites qu'il bute sur lui-même, sur son en même temps, en fait. Moi, je ne crois pas au en même temps. Je pense que le en même temps est une forme de dévitalisation de la démocratie. Et donc, c'est à cause de ça qu'il n'y a plus de cap, selon vous? C'est à cause de ça que le débat est si confus et qu'on a tant de mal à avoir une perspective claire. La démocratie, c'est comme la vie, ça ne peut pas être en même temps. La vie, nous dit Kierkegaard, elle se sculpte à mesure des choix que nous faisons. La vie, c'est ou bien ou bien. Et bien là, sur ces questions-là, il faut choisir d'une certaine manière. Sur les questions migratoires, c'est ou bien ou bien. On ne peut pas simultanément dire que les Italiens sont la lèpre nationaliste parce qu'ils refusent d'accueillir des migrants, et puis ensuite nous expliquer qu'il y a un vrai sujet avec l'immigration. Vous plaidez pour un grand discours du président de la République sur ces questions de laïcité? Moi, je voudrais simplement demander au président de la République d'être clair sur ces sujets, et ces sujets sont fondamentaux, et je voudrais lui demander simultanément d'être courageux sur ces sujets, parce qu'on en a besoin. Quand Jean-Michel Blanquer, je le redis, a expliqué sur votre antenne que le voile ne lui paraissait pas souhaitable et qu'il n'était pas, en tous les cas, souhaitable d'en faire la promotion à l'intérieur de l'espace scolaire, eh bien, je n'ai pas entendu Emmanuel Macron défendre son ministre, alors même qu'il était mis en cause d'une manière très violente, qu'il a été mis en cause dans cette manifestation d'une manière très violente et qu'il a été menacé par Yacine Bellatar sur l'antenne de vos confrères de RFI. Je n'ai pas entendu le président de la République défendre son ministre sur ce sujet et je crois que sa parole aurait été nécessaire.